Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui a pumpé aux 38 000 $ et on va regarder comment prendre ce train s'il doit continuer à monter. Vous le savez, on va essayer d'ouvrir un long ensemble et d'ailleurs on est dans la zone d'achat, je vais l'exprimer. Montrer également quels sont les TP à placer, où à mettre le stop loss, comment faire évoluer ce trade également. Bref, l'exposition, le risk management par rapport au reward, bref, tout va être expliqué durant cette vidéo aussi. Malgré tout, avant d'expliquer tout ça, voir les objectifs aussi, est-ce qu'on va toucher les 40 000, est-ce qu'on va retoucher les 50 000, est-ce qu'on va toucher peut-être même les 60 000 $, on va regarder ça, vous le savez. Mais juste après, encore et toujours, ça ne changera pas, la petite intro. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar, mais malgré tout, il y a eu l'intro et comme toujours, je fais également les remerciements aux personnes qui font des donations à la chaîne. Je rappelle, c'est de manière très chronophage que je fais ces vidéos de manière quotidienne et merci à toutes ces personnes qui l'ont compris et qui également se disent j'apprends des choses avec ces vidéos par rapport au décompte Elliott, par rapport, je ne sais pas, à des méthodologies de trading ou peu importe. Et merci à toutes ces personnes qui se disent voilà, je lui envoie un petit tips pour le partage qu'il en fait parce que je vous le dis tout de suite, les publicités YouTube, ça rapporte pas grand chose, voire vraiment que dalle par rapport aux heures que je passe à partager ça sur YouTube. Donc merci à tous. D'ailleurs c'est vrai, les donations fonctionnent par palier et vers les premiers paliers de donation pour vous remercier à mon tour du coup, toutes les règles d'Elliott en français vous seront envoyées. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour que de votre côté, premièrement, vous puissiez tout lire et pas vous retrouver avec une encyclopédie de 12 volumes avec 500 pages dans chaque volume parce que là, ce serait vous prendre pour des idiots alors qu'on peut vraiment tout synthétiser de manière efficace pour que vous puissiez apprendre et non pas vous retrouver noyé parmi des phrases mais qui veulent rien dire. Mais non, n'empêche, également, il y a les vidéos qui vous montrent les choses de manière assez également détaillée et qui peut, et bien entendu également, vous assister dans votre apprentissage d'Elliott Wave. Malgré tout, tout a été dit. Bref, on part enfin dans l'analyse du BTC. J'agrandis l'écran comme vu maintenant. C'est-à-dire que là, j'ai déjà installé pas mal de choses. On va développer quoi? On va surtout maintenant, à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire maintenant vers 2h, 3h du matin, travailler uniquement les petites vagues. On va regarder peut-être les plus grandes plus tard, mais là maintenant, on est sur des petites vagues, un petit degré, mais qui montent déjà de manière assez forte. C'est-à-dire que là, on aurait enfin fait une première une. Alors, je retire le Fibo parce qu'il gêne maintenant légèrement. On aurait enfin fait une première une, un retracement assez fort, on le voit ici, de la 2 qui est en blanche. Pas encore confirmé là maintenant, peu importe, là on verra comment ça se développe. On va peut-être faire un développement un peu plus complexe, peut-être un peu écrasé plus fortement et aller vers les 31 000 $, c'est pas un problème ça, d'accord? Attention encore et toujours. La chose c'est que quand on ouvre un long, important à le comprendre, c'est qu'on va placer un stop loss à la racine, c'est-à-dire qu'on ne voudra pas dans cette position à accepter un prix qui va sous les 29 158 $, pardon, c'est-à-dire ça, c'est le stop loss. C'est-à-dire qu'en fait, la position qu'on accepte haussière, et si jamais on va en dessous, on ne l'accepte plus, c'est-à-dire qu'en fait, on ouvre, je vais vous montrer pourquoi dans ce rectangle vert, le long, on pose bien entendu la position ici de l'exposition et on accepte tout le mouvement du prix dans ce rectangle rouge. Dès qu'on sera en dessous, on sort. Donc en fait, il est vrai qu'on appuie sur un bouton à un prix précis pour ouvrir le trade, mais en fait, le trade se maintient ouvert sur toute cette position jusqu'au 29 000. Donc pas de panique, ça écrase un peu plus, c'est pas un problème du tout. Malgré tout ici, pourquoi est-ce qu'on va plutôt acheter cette zone verte? Je le rappelle encore et toujours, un retracement de 2 se fait logiquement vers les 50-61,8. En tout cas, je dis logiquement, c'est même plutôt le terme statistique que j'aurais dû utiliser. Donc statistiquement, une 2, vous le savez d'ailleurs, je vais montrer rapidement dans le PDF comme ça, c'est vu, mais à 73% de chance de terminer, on le sait très bien en fait, dans cette zone statistique d'achat des 50 à 61,8. Donc ici, je lis la phrase, 73% des deux corrigent entre les 50 et 61,8% de Fibonacci par rapport à la vague 1. Donc voilà, donc ça c'est rien de compliqué, c'est rien de compliqué, c'est les stats et c'est comme ça. C'est-à-dire que pour ouvrir le trade, la zone propre actuelle, c'est ici. 50-61,8, donc ici, c'est-à-dire que je prends mon Fibonacci, je réagrandis l'écran parce que j'ai remarqué que je l'avais rétréci ici, et c'est-à-dire qu'en fait, la zone d'achat est le rectangle vert. C'est-à-dire je reprécise par rapport au prix sur Coinbase, mais faites attention, les prix changent sur les échanges, c'est-à-dire que je vous invite à regarder uniquement les zones de Fibonacci et acheter une zone de Fibonacci, ne plus forcément regarder que les prix. Les néophytes souvent regardent les prix et les personnes un peu plus avancées commencent à s'exprimer uniquement en Fibo. J'achète les 50-61,8 du retracement de 2, pour donner un exemple, et on arrête de donner les prix, parce que les prix changent selon les échanges, c'est pas plus compliqué. Mais maintenant voilà, encore une fois, chacun son niveau, chacun son évolution, et ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Malgré tout, niveau d'achat 50-61,8 de Fibo, et pour donner des prix, pour donner un ordre d'idée, c'est ici en termes de prix de Coinbase plus précisément, les 33 860 $ et un peu plus bas également les 32 712 $. Donc la personne qui a fait l'analyse de son côté et qui est autonome aura peut-être déjà ouvert un trade
en long dans cette position-là. C'est-à-dire que là, maintenant, il est important de comprendre que le stop, de toute manière, on le place à la racine. Si vous êtes plus agressif, vous pouvez mettre votre stop un peu plus haut en vous disant, du coup, les statistiques sont faibles de retrouver une 2 qui ira rechercher, par exemple, plus de 61,8. On va regarder, du coup, les statistiques. C'est-à-dire que si, par exemple, la 2 devait dépasser les 61,8, on se retrouverait dans un cas de figure des 15. C'est-à-dire que oui, vous pouvez vous dire, voilà, moi, je vais ne pas jouer ces 15% et dire, voilà, je n'accepte pas une 2 qui dépasserait plus fortement les 61,8, c'est-à-dire mettre votre stop loss, par exemple, de manière très serrée aux alentours des 31 669 $ pour donner un endroit de stop loss. Ça va faire bien entendu un trade qui a un risque, c'est-à-dire une exposition beaucoup plus petite, mais également du coup un risque entre guillemets plus grand de se faire prendre son stop. Mais encore une fois, à vous de voir comment est-ce que vous voulez tenir votre trade. C'est vraiment une question d'exposition et une exposition surtout par rapport à son risque management. Donc ça c'est dit. Malgré tout, nous on le fait entre guillemets en termes de bon père de famille. Je ne vous montre pas les trades les plus agressifs, mais vous pouvez le faire. Si vous voulez mettre votre stop ici par exemple au 31 000 et quelques, vous pouvez. Malgré tout, nous, bon père de famille, on va vraiment jouer le gros mouvement, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir du fait qu'on accepte également ces 15% statistiques et donc on place tout simplement le stop loss à la racine, c'est-à-dire ici plus précisément les 29 142 $. Donc peu importe, ouverture de trade, on accepte toute cette exposition-là. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est voir l'exposition, le ratio, etc. Mais ça en seconde partie, parce qu'on doit regarder du coup quels sont les objectifs de cette 5-6. D'accord, vous le voyez ici, on a des objectifs. Tant qu'on n'a pas ces objectifs-là, on ne sait pas installer, entre guillemets, l'outil d'exposition et savoir jusqu'où la perspective haussière et les TP, etc. Donc on mettra ça en seconde partie de vidéo pour faire le travail complet. C'est-à-dire que n'empêche, on part sur le travail statistique. C'est-à-dire qu'on va regarder une 2 qui va retomber dans cette zone-là. Je l'arrête au milieu. Je ne l'arrête pas au 50 ni au 61, j'arrête au milieu. Comme ça, on a vraiment le prix moyen, entre guillemets, par rapport aux gens qui ont fait un scénario par rapport au 50 ou au 61,8. Également, la 2, est-ce que d'office, elle est terminée maintenant? C'est-à-dire que est-ce que je vais poser ma 2 là? Non, d'accord, je vais tout simplement temporiser, regarder comment on consolide. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on peut faire, par exemple, pour vous donner juste un exemple, c'est quelque chose qui va consolider un peu plus longtemps que juste une bougie rouge. Et c'est-à-dire que une bougie rouge, mais quelques bougies rouges, on va consolider par exemple de cette manière-là, A, B et puis C. Et donc là, je vais le mettre du coup en une couleur un peu plus visible. Du rose, c'est très visible. De cette manière-ci, c'est-à-dire qu'en fait, on va consolider dans A, B et C, rechercher un léger plus bas. Et il a terminé par exemple notre 2 ici. Ça ne change rien parce que par exemple, la personne qui a ouvert son trade dans ce rectangle vert, ne l'oubliez pas, elle accepte par rapport à son exposition tout ce mouvement de prix. Donc c'est une entrée précise sur un prix donné, ou en tout cas un Fibonacci donné, mais elle va accepter toute cette position d'ouverture de trade. Cliquez ici, d'accord, ouverture de trade dans le rectangle vert, mais si le cours devait descendre un tout petit peu, ce n'est pas un problème, étant donné que le stop loss est posé là-bas en dessous. Donc attention à ça, pas paniquer directement, etc. Le risque management est encore et toujours là pour ça. Malgré tout, maintenant qu'on a expliqué, entre guillemets, le stop loss pour les tout débutants, qui ne savent pas finalement quelle exposition il y a par rapport à une ouverture de trade, et que ce n'est pas juste un chiffre précis, on va enfin travailler la 3, la 4 et la 5. Comme toujours, je pars sur un scénario qui au début, tant qu'il ne nous montre pas vraiment des extensions ou des choses plus fortes, sur un scénario qui est faible. C'est-à-dire qu'on pourra monter plus fort que ce que je donne comme scénario, mais en tout cas, c'est pour donner un ordre d'idée. Si on est bel et bien boule maintenant et qu'on ne cassera plus ces 29 000 à la baisse, quel prix on pourra reconnaître, entre guillemets, de manière théorique, la plus faible. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait, tout simplement, comme expliqué d'ailleurs, je vais poser ma 2 au milieu du rectangle. C'est-à-dire que je vais vraiment mettre ma 2 entre les 50 et les 61,8, vraiment pour trouver vraiment la zone statistique la plus moyenne. Comme ça, je fais un travail un peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, clairement, je vais poser ma racine, mon Fibonacci d'extension. Je vais en bas de ma 2 poser pour le moment, mais pas confirmer. Encore et toujours, on attend un développement du BTC peut-être plus long et peut-être qu'il va cracher, mais bon, peu importe, ça c'est du trading encore et toujours. Et c'est pour ça qu'on a ce fameux risque management. C'est-à-dire que, je le rappelle, la 3 a comme objectif minimum les 161,8. Donc, je vais poser en votre compagnie la 3 à 61,8. Je le rappelle, c'est le scénario le plus faible. C'est-à-dire qu'ici, je vais poser ma 3 en termes de prix, s'il faut vraiment en donner un, 48 707 $. Attention, une 3, et ça je le dis, mais ce n'est pas du coup ce qu'on va développer aujourd'hui dans la vidéo, peut terminer de manière plus forte, aller chercher cette 261,8, voire même 423,6. D'accord? C'est-à-dire vraiment aller chercher pour donner un prix. Pour ici, la statistique la plus forte, les 73 000 $. Est-ce qu'on va faire ça maintenant? Non, je vous l'ai dit. Il faudra qu'il nous montre soit des confirmations beaucoup plus boules dans son sous-décompte pour vraiment potentiellement voir des 73 000, mais pour le moment, on n'est nulle part. On a eu un petit rebond qui a à peine, entre guillemets, atteint les 38. On est nulle part, 38 000 $. On a actuellement une correction qui atteint la zone statistique de rachat pour ceux qui veulent ouvrir un long au 50-61,8, mais autrement, on est encore nulle part. Donc, on ne va pas stipuler une 3 aussi forte. On va s'arrêter juste à une 3 qui s'arrêterait déjà à 48 000 et c'est déjà
très propre, hein, 48 700, c'est tout de même déjà très intéressant. On va retrouver par après une correction de 4, d'accord, là plus rien de compliqué, étant donné que pour le moment on est dans une zone statistique propre, d'accord, régulière entre guillemets, donc c'est-à-dire quelque chose de très fréquent, on n'est pas dans du rare, dans du faible ou du fort pour une 2, à ce moment-ci, vous le savez très bien, le petit tip c'est de retrouver également une 4 qui sera tout à fait régulière, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici, comme dit, une 4 qui va retrouver ses 38,2, donc faible, je rappelle, c'est une 23,6, une forte c'est plutôt les 50. On va s'arrêter au milieu, hein. La 2 pour le moment ne nous a pas montré quelque chose de plus fort. Si demain par exemple vous rentrez à l'achat et que vous voyez que les bougies rouges continuent à s'affirmer, encore une fois, on est toujours potentiellement dans la 2, on n'est pas déjà crash et c'est parti de nouveau dans les enfers, peut-être, mais je le rappelle, on ne lâche pas un trade qui est ouvert de manière si simple et de manière si émotionnelle, on doit le tenir jusqu'au bout. Et c'est pour ça, je le rappelle, le risque management, mais c'est tellement important. La plupart des gens, en fait, ne comprennent pas que la clé de la réussite, c'est le risque management. Ce n'est pas le fait d'ouvrir un trade et espérer que ça monte ou ça descend. Ça, c'est rien, d'accord? C'est le risque management, c'est-à-dire les cartouches que vous jouez, etc. Donc, je sais que j'en parle beaucoup, mais en fait, c'est ça. Si vous n'avez pas compris comment avoir une stratégie gagnante, c'est que vous ne faites normalement pas de risque management qui est correct. Donc, attention à ça, encore et toujours, pardon. C'est-à-dire que là, maintenant, n'empêche, on va poser ensemble les 38,2. C'est-à-dire un retour théorique aux alentours des 42 860 $ pour le bas de 4. Et enfin, on va mettre les derniers TP et les TP qui vont concerner d'ailleurs, enfin ce trade-là. Ouverture de trade aux alentours des 33 200, 33 300 $, en tout cas dans la zone ici théorique que je montre. Et c'est-à-dire que les objectifs et les différents take profit partiels vont être les suivants. Alors j'essaye de faire ça proprement à l'écran. C'est-à-dire que hop, je reprends mon Fibonacci d'extension, je retourne à la racine, je vais à mon sommet de 1, raté. Mon sommet de 1, je vais à mon bas de 2, pour le moment pas défini, mais comme on fait un scénario ensemble, il faut bien le faire. Je revérifie que ma 3 est bien placée, oui. Je vais en bas de ma 4 et je mets les 3 TP. C'est-à-dire que maintenant, il y a 3 objectifs pour une 5 dans ce contexte-ci, c'est-à-dire les 100% de Fibonacci, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Et c'est ça qui va après nous permettre de regarder l'exposition par rapport au TP. C'est-à-dire que je vais mettre des petits repères, bien entendu. Le repère rouge, c'est la zone d'achat et les repères rouges seront les zones de vente. Ça, c'est pas compliqué. C'est très, finalement, visuel et finalement, mémotechnique, c'est très simple à retenir. C'est-à-dire ici, première zone de vente, premier take profit partiel à prendre, second take profit partiel à prendre à 161,8. Vous voyez bien, je peux ne pas dire les prix en fait, mais je vais quand même les donner. Et également les 261,8% de Fibonacci qui se situent un peu plus haut. C'est-à-dire que en termes de prix pour les TP majeurs, d'accord, parce qu'encore une fois, il faut normalement un TP de sécu. TP de sécu que vous allez prendre dès que par exemple on cassera, pour donner un exemple, le nouveau plus haut des 38 747, c'est vraiment pour donner un exemple, mais vraiment, pensez toujours à prendre un TP de sécu. À quoi est-ce qu'il sert? C'est-à-dire un TP beaucoup plus précoce, c'est-à-dire beaucoup plus rapide que les 3 TP qui sont déjà installés à 52 000 $ en fait. C'est-à-dire ici, prendre un TP très tôt, à hauteur de 10-15%, uniquement et seulement pour couvrir les frais si vous avez des frais à tenir, ou diminuer la perte potentielle si, malheureusement, le BTC n'allait pas dans le sens du trade qui était indiqué et allait cracher. Parce que oui, on ne lit pas l'avenir et il peut très bien cracher et c'est comme ça et c'est la vie. D'accord? Donc c'est tout à fait normal pour un trader de voir également des trades qui sont perdants. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, vous allez diminuer toujours et encore la perte potentielle. Je rappelle, la première chose qu'un trader essaye de faire quand il ouvre un trade, c'est pas de gagner de l'argent. Alors vous allez dire, attends, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, c'est pas gagner de l'argent? C'est au début quand il ouvre un trade, c'est avoir tout calculé déjà à l'avance, exposition, etc., bien entendu, par rapport au TP, etc. C'est-à-dire que les premières manipulations qu'il va faire sur le cours, c'est de faire en sorte d'avoir soit le minimum de perte sur ce trade-là, ou carrément déjà annuler la perte. À ce moment-là, pour le moment, il est trop tôt, d'accord? Mais quand vous verrez par exemple je vais retirer le Fibo qui ne sert plus à rien maintenant. Le BTC qui évolue. Alors, je vais le simuler. Je vais faire une fluctuation du prix hasardeuse, mais imaginons il fait ça. D'accord? Et puis enfin, il rebondit. Et bien à ce moment-là, quand il aura rebondi, qu'il remontera et qu'il ira dans le sens de votre trade, à ce moment-là, votre stop loss, il ne faudra pas le laisser en termes de stop loss, mais il faudra le déplacer à votre point d'entrée, voire même le légèrement dans le vert comme stop profit. À ce moment-là, il vous permettra finalement d'avoir annihilé finalement l'exposition de ce trade-là qui est de base perdante avec le stop loss, mais qui deviendra bénéficiaire grâce au stop profit. Et donc ça, c'est un seul exemple de ce qu'il faut faire pour assurer un maximum son trade. Une deuxième chose à faire, c'est prendre un TP de sécu. TP de sécu à 10-15%, d'accord, comme expliqué. Toujours dans ce même objectif, prendre un peu de bénéfice et pas se faire avoir par le cours, d'accord. Une fois que ces deux choses, par exemple, ont été faites, là, ok, on peut commencer à se dire, ok, maintenant, j'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas perdre d'argent
et maintenant je profite et je regarde finalement ce que j'ai prévu de gagner, d'accord? C'est-à-dire que là, je retire ceci, d'accord, on a compris, je remets mon stop là-bas en dessous, pour le moment, il ne faut pas le déplacer. Un TP de sécu à prendre, moi je le prendrais aux alentours des 38 000 ou 38 700, peut-être un peu plus bas, 38 200, histoire de se dire, voilà, on va chercher peut-être un double top pour recracher par après. Je prends un TP là, c'est une bonne zone de résistance, je vais aller le chercher là. Ici, on est vraiment sur les derniers tops. C'est tout à fait possible qu'il y ait un nouveau, entre guillemets, test, et puis après, malheureusement, double top, et là, alors, vous avez compris, crash par après. Donc vraiment, toujours voir également ce potentiel crash possible. C'est pour ça qu'on fait toute cette stratégie ensemble. C'est-à-dire que n'empêche, du coup, on va mettre ensemble, et du coup, j'ai pas dit les prix d'ailleurs. Le premier objectif minimum de cette hausse théorique serait d'aller chercher les 52 383 $. Après, on a d'autres objectifs. Le TP un peu plus fort, c'est-à-dire l'objectif un peu plus puissant, serait les 58 478 $ déjà. Et le troisième TP, lui, ira chercher encore plus fortement les 67 875 $. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, le TP, pas le TP, pardon, mais l'outil de Lang pour voir l'exposition le risque plus précisément et le reward, on place ceci là-bas en dessous, ça veut dire quand même une exposition de 12,78. Voilà, c'est assez élevé, mais est-ce que c'est intéressant par rapport au reward? On va regarder ça ensemble. Le reward maximal théorique serait tout simplement d'atteindre ici un 8,04. Attention, c'est-à-dire que, je rappelle également, ce n'est pas un 8,04 effectif, d'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que ces 8,04 correspondent à quelqu'un qui passe par exemple à l'achat ici, donc c'est aux alentours des 33 000 et quelques dollars, et il revendait à 100%, pardon, ici aux 68 000 $. Mais ça, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas entre guillemets du trading, mais qui est plutôt du pile ou face, et espérer qu'on aille d'office aller chercher entre guillemets son objectif maximal. Non, nous vous l'avez vu, on a mis des TP intermédiaires et on a même mis un TP de sécu. C'est-à-dire que clairement en fait, on n'est pas du tout sur ce ratio-là. Pour simplifier les choses, moi ce que je fais, c'est que sans aller dans les calculs mentaux super complexes, donc, on divise juste par 2. Vous pouvez vous amuser à faire quelque chose de plus complexe pour avoir le ratio parfait, en sachant combien vous allez revendre dans chaque TP, combien vous avez, etc., etc. Mais là, c'est parti pour des calculs de mathématiques assez complexes. Là, clairement, divisé par 2, et il faut toujours essayer d'être au-dessus de 1, d'accord? Si on divise 8 par 2, on est à 4. Pour donner un ordre d'idée, on n'est pas dans du mauvais. Donc ici, clairement, c'est intéressant de le prendre. Si vous avez un ratio inférieur à 1, c'est mauvais, d'accord? Un ratio de 1 ou un ratio inférieur à 1, c'est mauvais, ça ne se tente même pas. Plus le ratio est important, et c'est-à-dire du coup, il sera intéressant. 8, c'est intéressant. 4, donc parce qu'on le divise par 2, ça reste toujours intéressant. C'est pas non plus le plus folichon. On a déjà fait des trades qui étaient beaucoup plus intéressants ensemble, mais si oui, pourquoi pas. C'est pas non plus un mauvais trade. Je rappelle également, je vais être très complet durant cette vidéo parce que je veux que le trade soit bien tenu. Le risk management. Je vais expliquer un style de risk management les plus simples, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a d'autres profils de risk management plus complexes. Vous faites ce que vous voulez. Le mien tient bien, ça vous permet d'avoir beaucoup de cartouches et de ne pas vous retrouver à sec en 2 trades, d'accord? Donc vraiment, vous allez avoir une centaine de cartouches, même beaucoup plus, même surtout beaucoup plus, et ne jamais, entre guillemets, vous retrouver à sec pratiquement. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que vous avez votre bag total de trading, d'accord? On va dire que c'est 100 $, et sur chaque trade, vous allez jouer juste et uniquement la potentielle perte de 1% de ce bag total. Donc pour donner un exemple, sur ce premier trade, si c'est votre premier trade, sur les 100 $, vous allez jouer une somme qui, si le BTC devait être finalement dans le mauvais sens par rapport à votre trade, c'est-à-dire que vous allez avoir un BTC qui ne pump pas, mais qui malheureusement crash, c'est-à-dire que boum, il va chercher votre stop loss. À ce moment-là, la perte des 12% correspondra uniquement et seulement en fait au 1% des 100 $ de votre capital trading total. Attention, je rappelle, j'ai dit 100 $, mais il y a des gens qui jouent avec 100 000 $, il y a des gens qui jouent avec 1 million de $, il y a des gens qui jouent avec 2 000 $. De capital trading, ça c'est encore propre à chacun. C'est pour ça que je donne un petit chiffre pour choquer personne et pour que ça soit accessible à tous. On ne se dise pas qu'est-ce qu'il raconte, personne ne joue avec 1 million de $. Mais c'est-à-dire qu'ici, clairement, c'est-à-dire qu'il y a 12%, d'accord, on l'avait bien compris, il faut faire une règle de 3 et voir finalement combien vous pouvez mettre sur ce trade pour ne perdre que finalement 1 $, c'est-à-dire ce 1% des 100. Il faut comprendre une chose également, c'est que du coup, imaginez vous perdez ce trade-là, vous aurez perdu 1%. Il ne vous restera plus du tout, 100 $, sur votre capital trading global, sur votre bag global de trading, mais il vous restera 99. Prochain trade, vous rejouerez 1%. Et du coup, ce sera plus 1 $ que vous devrez vous permettre de perdre, mais un peu moins. Vous avez compris, d'accord, toujours 1% de ce qui vous reste. Et donc, c'est ça, vous aurez beaucoup plus que 100 cartouches en fait. Si vous faites le calcul, ça divise, ça divise. Et donc, ça diminue de moins en moins. Et donc, vous aurez compris,
finalement, vous aurez beaucoup de cartouches. Et c'est difficile d'arriver à zéro, hein. Normalement, si vous faites ça les choses correctement, normalement, ça devrait tenir le coup. Mais malgré tout, voilà, ça c'est le risque management le plus simple que je peux vous amener. Vous en avez d'autres, vous pouvez apprendre d'autres risques management, ça se trouve sur Google sans problème. Mais voilà, donc ça c'est expliqué, ça c'est fait. C'est-à-dire également, n'oubliez pas, on ne clôture jamais un trade à 100%. Je vous l'ai dit, je vais être très complet dans cette vidéo parce que je veux que ce trade soit bien tenu. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est-à-dire que le stop loss à un moment, d'accord, donc vous prenez votre TP de sécu, on va dire, pour donner un ordre d'idée, 10-15%. TP1, TP2, TP3 à prendre et imaginons le trade est parfait. Le BTC, boum, il fait son évolution, il pump, il prend le TP1, hop, il prend le TP2, hop, il prend le TP3 et il continue à pumper. Parce que oui, il n'est pas obligé d'arrêter dans la zone théorique. Il peut très bien partir en extension, partir dans quelque chose qu'on n'a pas prévu et être même plus fort dans son intensité haussière. D'accord? Tout à fait, pourquoi pas, hein? Moi, je ne suis pas contre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans le TP, par exemple de sécu comme expliqué, oups, c'est pas le bon bouton. Excusez-moi, je vais vous les retirer ceci. D'accord, donc là, on retient, ça monte. C'est-à-dire que dans le premier TP de sécu, 10-15%, dans le TP ici, numéro 1 majeur, vous aurez revendu peut-être par exemple 20%. Le TP2 majeur, de nouveau 20%. Le TP3 majeur, également 20%. Je donne des chiffres juste pour illustrer, hein. Vous faites ça plus personnellement si vous voulez. Si vous avez plus de conviction sur un prix qui va d'office à 68 000, vous vendrez plus là-bas en haut et moins là-bas en bas. Si vous avez moins de conviction pour les 68 000, vous vendrez plus là-bas en bas et moins là-bas en haut. Donc pour donner un exemple, vous vendrez à 30% ici. Et là, pour ce dernier TP, vous vendrez, je ne sais pas, à 15%. Mais pour donner vraiment un ordre d'idée, ça c'est personnel à chacun, encore une fois et toujours. Mais malgré tout, vous n'aurez jamais tout vendu. Si on additionne ce que j'ai dit, on n'est pas du tout, on est aux alentours des 75%, mais on n'est pas du tout à 100% de clôture. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, c'est d'essayer de suivre un maximum en fait, l'évolution du BTC. C'est-à-dire que si le BTC, je le réindiquais, fait son évolution, pump, refait ici quelque chose comme ça, et puis continue à pumper, mais ne s'écrase pas à ce moment-là, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre son stop loss précédent, mais qui deviendra un stop profit, et de le déplacer en fait sous chaque niveau de support qui va se confirmer. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'il y aura une cassure haussière, vous allez déplacer votre niveau de stop profit sous chaque niveau de support important. Donc à ce moment-là, imaginons que le cours a fait ça, boum, il a évolué comme ça, et là il est en train de breaker, il monte. Vous allez déplacer votre stop loss là, le laisser là. Par après, qu'est-ce qui se passe? Le cours et restabilise de nouveau. Au moment où il stabilise, c'est-à-dire qu'il consolide, ne déplacez pas votre stop déjà là, d'accord? Non, d'accord? Vous devez ne pas déjà le déplacer là. Vous le laissez là encore, là en dessous. Vous attendrez une confirmation de break haussier de nouveau. Et quand en fait il rebreakera la hausse, là à ce moment-là, vous redéplacerez de nouveau votre stop ici sous le niveau de support important. D'accord? Et en fait, vous allez suivre l'escalier, suivre les marches et monter un maximum avec le trade. C'est-à-dire à monter un maximum avec le BTC. C'est-à-dire que oui, s'il monte à 100 000, vous serez dans le trade jusqu'à 100 000. On ne crache pas sur les bénéfices. Au contraire, on crache sur les pertes. C'est pour ça qu'on met stop loss et que lui, on ne les déplace pas. Une erreur que beaucoup... Waouh, là je suis très complet. J'ai remarqué, mais c'est pas grave, mais tant mieux finalement pour les néophytes. Une erreur que beaucoup de néophytes font en début, en tout cas dans leur début en trading. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont placé leur stop loss. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être, s'ils sont assez avancés tout de même, calculer leur exposition, combien ils peuvent perdre pour perdre que par exemple 1% de leur back total de trading, etc. Donc tout est propre. Mais malgré tout, pendant le trade, ils voient par exemple le cours qui descend. Imaginez le cours il descend, il n'y a pas de problème avec ça, il descend. Point. Émotionnellement, elles vont commencer à se dire mais oui, mais moi je suis avec un BTC Bull, moi je suis sûr qu'il est Bull, mais il ne va jamais baisser beaucoup plus fort que ce que j'ai imaginé. C'est-à-dire que par exemple, s'il baisse, ce que je vais faire, c'est déplacer mon stop loss que j'avais placé à la base ici, et sur lequel, eh bien, du coup, avec l'exposition de 12%, etc., j'avais calculé tout le reste. Eh bien là, non. Ce qui se passe, c'est que si ça écrase, je déplace mon stop vers le bas parce que j'ai pas envie de me le faire prendre parce que je sens que le BTC va monter. Donc, en fait, l'exposition, elle augmente déjà à 18. Après, le BTC, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à cracher, il passe sous la racine ici. Ah là là, mince, mais il va rebondir. D'office, il va rebondir le BTC. Bon, allez, c'est sûr, je le déplace encore un peu mon stop, mais c'est la dernière fois. Et là, c'est ridicule. Vous êtes sur une exposition de 24, vous allez perdre beaucoup plus que prévu. Le 1% du back total, c'est plus du tout 1%, vous êtes peut-être sur 2, 3, 4% de perdus. C'est comme ça qu'on crame les cartouches sans prévoir les choses. Donc non, d'accord? Quand vous avez prévu une perte définie, vous prenez votre perte définie, d'accord? Donc on ne la modifie pas et on n'agrandit pas sa perte. Au contraire du bénéfice, vous avez compris, avec le stop, qui deviendra un stop profit, et là où on ne donne pas de limite en fait. Si on veut, on peut monter de manière infinie. Ça n'arrive jamais. Il y a toujours une chasse au stop qui vient vous rechercher normalement, etc. Mais c'est-à-dire que l'objectif du bénéfice, la tenue du bénéfice par rapport au stop et son déplacement
est totalement différent de la perte. La perte, il n'y a pas de déplacement. On a mis son stop, on a calculé son affaire et point. Et si on va en dessous, on se fait prendre et on accepte ça étant donné que c'est la perte qu'on a calculée. Et donc, on accepte de prendre cette perte-là. D'accord? Donc voilà, ça, je pense avoir été tellement complet, il faudrait l'afficher, tuto, la mettre en accueil de ma chaîne YouTube carrément. Mais bon, de toute façon, je fais l'effort de le répéter dans beaucoup de mes vidéos, n'empêche. Mais voilà, je veux que ce trade-là soit bien tenu. D'accord? C'est très important. Je veux qu'il n'y ait personne qui me dise ah ben j'ai pas compris. Non, d'accord, là j'ai vraiment été extrêmement pédagogue et j'espère être un bon prof pour expliquer en tout cas la tenue d'un trade comme celui-ci. C'est-à-dire que là, est-ce que je vais vous laisser? Parce que est-ce que j'ai tout dit? Je fais un petit récapitulatif en fin de vidéo. Oui. Le week-end commence, donc il faudra voir par rapport au gap. Vous le savez très bien. Là, on va pas en parler des gaps maintenant, mais voilà. Le week-end commence. On va regarder comment va se dérouler le gap et les gaps peut-être qui vont s'indiquer à l'écran. Là maintenant on ne sait pas, on verra plutôt lundi comment en tout cas ça s'indique. Si ça pump fort, il y aura de nouveau un gros gap. Si au contraire ça crash fort, peut-être qu'il y aura un gros gap de nouveau baissier. Bref, pas mal de choses, mais qu'on analysera ensemble lundi par rapport au gap. Maintenant on n'y est pas. On attend au contraire soit la validation des vagues haussières, soit au contraire l'invalidation et la cassure des 29 000 pour aller rechercher des zones de plus basses, pour réouvrir de nouveau un long. Je rappelle, attention, un jour je vais clôturer la vidéo, mais je rappelle, attention, les shorters, ne le faites que si vous maîtrisez tout. Les shorters, donc c'est-à-dire ceux qui parient sur la baisse du marché, ne le faites que uniquement si vous maîtrisez à fond les outils. C'est-à-dire que si vous êtes un néophyte, rappelez-vous, vous devez plutôt essayer de trader la tendance de fond du BTC et ne pas essayer d'avoir les petits moments où le BTC fait l'inverse, c'est-à-dire où il descend, parce qu'en fait, on va quand même le montrer et le rappeler. Je vais le mettre sur un graphique qui est plutôt vide, mais en fait, le BTC, de manière générale, il est haussier, d'accord, depuis maintenant plus d'un an pratiquement. Donc, c'est-à-dire que non, on ne va pas essayer de choper les petits moments où c'est rouge et on va au contraire essayer de choper les grands moments de manière finalement continue qui sont verts. D'accord? Donc c'est vraiment l'objectif et pas essayer de choper les petits mouvements verts, rouges. Pardon. Donc bref, ça c'est dit. Et maintenant, je vais vraiment vous laisser parce qu'il est 3 h du matin. Et voilà, surtout parce que je suis fatigué. Et du coup, je vous laisse. À demain et ciao.